Merci à toutes, merci à tous, merci bien sûr au comité d'organisation, hein, très très content, très satisfait d'être là à Aérofocus avec vous et voir à quel point cette région est dynamique. Donc je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur l'éjaculation précoce. J'ai un lien d'intérêt avec cette communication. Alors dans la nature, les animaux ils sont éjaculateurs rapides parce que le plus vite ça va, le plus de partenaires potentiels on a, évidemment, le plus on est fertile et le plus on assure la survie de l'espèce. Et en plus, plus on va vite, moins on risque d'être attaqué par d'autres mâles qui convoitent les femelles. Donc très clairement, est-ce que l'éjaculation précoce, enfin en tout cas dans le monde animal, c'est la règle. Et il y a certaines espèces animales qui n'ont pas survécu parce que justement, ils n'avaient pas cette rapidité. Alors je pense que Charlotte Metters, on a parlé du fameux panda qui a une sexualité très lente, etc. Et s'il n'était pas aidé, il aurait disparu depuis longtemps parce qu'il n'a pas cette capacité à avoir des rapports sexuels rapides et efficaces. Donc finalement, l'espèce humaine doit peut-être sa survie à l'éjaculation précoce, mais sauf que on est des animaux, mais on n'est peut-être pas des animaux comme les autres. Et que il y a une norme sexuelle dans un contexte socio-historique donné, et puis que les attentes, bien évidemment, de la sexualité. La sexualité, c'est pas uniquement la fertilité en ayant peur d'être attaqué par d'autres mâles ou par d'autres espèces, et fort heureusement. Alors, on va faire un petit quiz rapide. C'est quoi la durée moyenne d'un rapport sexuel en France? 3 minutes, qui lève la main. En Auvergne-Rhône-Alpes ou... Voilà. 5 minutes. 5, il y a quelques mains. 10 minutes. 15. 20. 30. 60. Bon, manifestement, les urologues vont relativement rapidement. La moyenne, c'est entre 10 et 15. Alors, je vous dis ça, mais attention, c'est pas un sondage IFOP. C'est notre ami français, François Juliano, qui avait guidé et coordonné cette étude européenne sur le temps estimé d'un rapport sexuel, à la fois le temps estimé par le couple, et puis après avec un stopwatch, avec une montre. Et vous voyez que le temps estimé en France était 13 minutes 8, ce qui correspondait à un temps réel de 11 minutes. Donc globalement, on a tendance à surévaluer un petit peu la durée du rapport, mais bon, ça, on s'en serait douté un petit peu. Oui. Tu comptes pas le restaurant, Didier. Alors, la problématique et la question qu'il faut se poser, parce que là on parle des hommes, de l'éjaculation, quand on parle à un couple, combien vous avez de rapports sexuels par semaine? On vous dit 2 fois par semaine, ça correspond à 2 éjaculations et 2 orgasmes masculins. La problématique, c'est l'orgasme féminin. Quel est le temps moyen? Alors il y a un petit peu de littérature, il n'y en a pas beaucoup, mais quel est le temps moyen pour une femme pour avoir un orgasme? Pareil Didier, à partir du début. Hein. À partir de l'entrée Alors, on va pas faire de quiz, mais moyenne 13 minutes 41 dans cette étude. C'était sur plus de 600 femmes. Entre parenthèses, la France, c'est 9 minutes 3. Et les plus rapides, c'était en République tchèque et les moins rapides en Hongrie. Pourtant, ils sont pas loin les uns des autres. Bon, il n'y a pas beaucoup d'études. Il y avait une autre étude anglaise qui disait qu'il fallait en moyenne 16 minutes. Bon, si pour vous donner quand même un ordre d'idée, alors évidemment, il y a plein de paramètres. Je vais pas rentrer dans les détails sur le fait que ça dépendait des positions, de la stimulation. Ça dépendait du restaurant et de l'approche, bien sûr, Didier, et de tout ce qui se passait avant. Donc finalement, il faut comprendre un petit peu toute cette mécanique éjaculatoire. Ça, c'est pour ceux qui l'ont pas encore vu. Il y a 2 films existants. Celui-ci, il date de 1999, d'un rapport sexuel. Ça, je te l'ai mis, Laurent, puisqu'il y a ton nom dessus sur cette publication. C'est le film en échographie sur l'éjaculation et ce qui se passait exactement avec, vous le voyez, le sperme qui s'accumule avec la phase d'émission et d'expulsion. Et avec pourquoi il y a des saccades dans l'éjaculation, c'est parce que le sphincter strié va pulser entre guillemets au moment de l'éjaculation de façon à donner ces saccades, et c'est commun à toutes les espèces humaines, c'est 0,8 Hz.
et c'est un grand mystère de savoir pourquoi c'est cette fréquence. Et puis, il y a le papier très récent, et vous en avez entendu parler de l'EJAC Study, avec nos amis de Toulouse, avec Benjamin Prader et Vincent Misrahi, avec des radiologues qui montraient, permettrait donc un peu plus, encore mieux comprendre la mécanique éjaculatoire, puisque là, il n'y avait pas, non seulement il y avait une sonde d'échographie, mais il y avait également un endoscope très fin, je crois que c'était un urétéroscope, qui permettait de bien voir la fermeture de la chambre périmontanale et de voir un petit peu l'angulation que prenait le verruc montanum pour favoriser l'éjaculation antégrade. Tout ça pour bien évidemment expliquer la préservation de l'éjaculation dans l'hypertrophie de l'HBP. Donc finalement, tout ce qui est, et je vais pas faire un cours de physiologie sur l'éjaculation précoce, mais ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est que c'est quand même, il y a un contrôle cérébral, il y a un contrôle donc supraspinal, spinal, et que finalement c'est quelque chose qui est très complexe, comme vous le voyez ici. Il y a quand même aussi, ça a été découvert dans les années 2000 avec toujours l'équipe de François Giuliano avec McKenna, sur ce générateur spinal de l'éjaculation qui permet de générer et de réguler un petit peu l'éjaculation, et avec deux neuromédiateurs extrêmement importants, avec la dopamine, qui est bien sûr le neurotransmetteur qui permet l'excitation et l'accélération, et puis la sérotonine qui est un frein à l'éjaculation. Alors, quelles sont les hypothèses physiopathologiques? Je pense que beaucoup d'entre vous pensent que c'est que psychologique. Bon, vous avez vu, sur le monde animal, c'est normal d'éjaculer vite. Ben, peut-être pas que, voilà. Bien sûr, il y a les facteurs psychologiques, les expériences sexuelles, le conditionnement, l'anxiété, etc. Mais qu'il y a peut-être certains hommes qui ont une hypersensibilité au niveau du gland, une hyperexcitabilité avec une espèce de dérégulation entre la dopamine et la sérotonine, et peut-être une prédisposition génétique. Et je vais y revenir juste après. Donc ça, c'est dans les guidelines de l'EAU, vous voyez, le psychorelationnel, mais n'oublions pas le neurobiologique. Et puis bien évidemment, dans les éjaculations secondaires, il faut penser à la prostatite qui peut donner des éjaculations précoces secondaires, et puis, même si c'est très très rare, des dysrégulations au niveau de la thyroïde, notamment l'hyperthyroïdie. Et les hommes qui ont une dysfonction érectile, parce qu'il y a un frein adrénergique qui fait que ça va faire basculer l'équilibre entre la dopamine et la sérotonine, avec une tendance à l'éjaculation prématurée, c'est-à-dire que l'homme qui a une dysfonction érectile, eh ben, il est en stress, et comme il est en stress, eh ben, quelque part, il va falloir qu'il accélère son éjaculation pour essayer d'aller, entre guillemets, jusqu'au bout. Alors, sur le plan de la prédisposition génétique, c'est Waldinger, néerlandais, qui, à propos de soixantaine d'hommes, avait étudié le polymorphisme génétique des récepteurs à la sérotonine, l'hydroxytryptophane, et qui avait vu qu'il y avait des génotypes qui éjaculaient plus rapidement que d'autres. Et que les 3/4 des génotypes, finalement, c'était des hommes qui avaient cette capacité à éjaculer plus vite. Et finalement, ben, c'était peut-être, entre guillemets, enfin, sur le plan éthologique, ben, les super reproducteurs. C'est ceux qui vont aller plus vite. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même si on parle toujours de côté psychologique, une prédisposition génétique à éjaculer plus vite que d'autres. Alors, Waldinger, il a été un petit peu houspillé dans les congrès de sexo parce qu'il disait l'éjaculation primaire, c'est génétique. Il n'y a pas de côté psychologique, donc il avait été un petit peu trop affirmatif avec ça, donc c'était un petit peu too much quand même de dire et de nier les facteurs psychologiques qui pouvaient exister, bien évidemment, chez les jeunes hommes et les adolescents. Dans les études européennes, françaises, vous voyez que globalement, 20-25% des hommes ont rencontré plus ou moins à un moment de leur vie l'éjaculation précoce, et ça c'est tout au long de la vie. C'est-à-dire que c'est pas comme la dysfonction érectile où au fur et à mesure où vous avancez en âge, il y a de plus en plus de dysfonction érectile, et en général les éjaculateurs précoces à 20 ans le sont également plus tard, voire même un petit peu plus avec la tendance à la dysfonction érectile qui apparaît. Quelle est la définition de l'éjaculation précoce? Alors il y a cette définition de l'ISSM, International Society of Sexual Medicine, c'est de dire finalement c'est toujours ou presque toujours avant 1 minute de la pénétration vaginale ou réduction cliniquement significative du temps de latence éjaculatoire inférieur à 3 minutes. Mais est-ce que ça suffit pour en souffrir? Non, il faut qu'il y ait une incapacité à retarder parce que beaucoup d'hommes sont capables d'éjaculer vite. On sait par exemple que le temps d'ouverture moyen d'un site porno, c'est 6 à 7 minutes. Donc on se dit que le temps de trouver la vidéo, d'éteindre, d'allumer, etc., ça va vite. Mais la plupart des hommes ont cette capacité, par contre, d'arriver aux 10-15 minutes dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que la capacité à aller vite, ils l'ont, mais la capacité à aller moins vite, ils l'ont également. Alors que ces hommes-là n'ont pas la capacité, par contre, d'aller moins vite. Et puis, bien sûr, d'avoir une souffrance
psychologique réactionnelle. Donc les définitions, vous voyez, l'éjaculation primaire, bien sûr, qui commence dès le début de la sexualité, pour Waldinger, purement génétique, et puis il y a celles qui sont naturellement variables, des fois oui, des fois non, ou la pseudo-éjaculation précoce. Vous l'avez vu tout à l'heure, les femmes en moyenne 13 minutes 41. Dans l'étude que je vous ai citée, il y avait 13% de femmes qui avaient jamais d'orgasme, 13% d'anorgasmie. Donc c'est sûr que si le monsieur il est en face d'une, entre guillemets, orgasmique tardive ou anorgasmique, c'est difficile de se situer pour lui en termes de satisfaction du couple. Alors pour l'AUA, la Société nord-américaine de médecine sexuelle, c'est pas 1 minute, c'est pas 2 minutes, mais vous vous doutez bien que dans la définition, personne vient vous voir en consultation en disant je me suis chronométré, je suis à 58 secondes ou je suis à 1 minute 30. C'est bien sûr un temps estimé et très souvent, comme je vous dis, le temps estimé il est supérieur à la durée réelle du rapport. Moi souvent quand je veux savoir un petit peu plus, je demande le nombre de va-et-vient, il me dit 3-4 minutes ou à peu près 10 va-et-vient. 10 va-et-vient en 3-4 minutes, il faut vraiment être très très lent. Donc ça vous permet des fois quand même d'un petit peu essayer d'estimer un peu mieux le rapport sexuel. Un dit va-et-vient, c'est 1 minute, quoi. Il y a des questionnaires, finalement, qui sont assez peu utilisés, mais ceci dit, le PEDT, il est assez intéressant parce qu'avec ces simples questions, finalement, vous faites le diagnostic. Dans quelle mesure est-il difficile pour vous de retarder? C'est-à-dire, vous pouvez aller vite, mais surtout, est-ce que vous pouvez retarder? Est-ce que vous éjaculez avant de le vouloir? Est-ce qu'il y a une faible stimulation? Est-ce que ça vous frustre? Et est-ce que ça a une incidence, bien évidemment, sur le couple? Quand il y en a un, il y a un autre questionnaire qui est le PEP, le Premature Ejaculation Profile. Mais globalement, c'est le même type de questions. En pratique clinique, on pose les mêmes questions et on arrive à ces questionnaires. La plupart du temps, ce sont des éjaculations primaires. Dans 25% des cas, ce sont des éjaculations secondaires. Donc, pour Waldinger, à ce moment-là, ce n'est pas la cause génétique. Très souvent, les hommes qui sont en souffrance avec une éjaculation précoce, ils diminuent le rapport sexuel, ce qui fait que, et des fois, même diminuent même la masturbation. Et vous leur posez la question, est-ce que par masturbation, ça peut aller aussi vite? Est-ce que vous pouvez retarder par masturbation? Il y a même des hommes qui viennent en vous disant mais on fait plus rien parce que de toute façon c'est frustrant, je vais être frustré, je vais frustrer ma partenaire et donc je n'ai plus de rapport ou tellement rarement que ça entraîne une relation de couple. Il y a des hommes qui vous disent il faut faire vite quelque chose parce que je vais perdre le couple. Il faut toujours rechercher les facteurs de risque. Alors bien sûr, il y a tous les facteurs de risque psychogènes, l'anxiété, l'anxio-dépressif, la dépression, etc. D'ailleurs, il y a certains dépressifs qui vous disent que depuis qu'ils prennent un traitement antidépresseur, ça va mieux grâce au traitement donné par le psychiatre ou le médecin généraliste. Le tabagisme, on sait que les anxieux souvent sont plus souvent tabagiques, mais comme je vous l'ai dit aussi, la prostatite chronique, faites attention, c'est peut-être une des rares cas d'éjaculation prématurée secondaire. Il y a même les Américains dans leurs guidelines qui disent de faire un test thérapeutique, voire même avec une antibiothérapie dans ce cas-là, pour améliorer les choses quand vous avez une histoire clinique assez significative. Pour la dysfonction érectile, le plus souvent c'est dans la dysfonction érectile secondaire. Donc quand vous avez un homme qui vient pour éjaculation prématurée, comment est sa fonction érectile? Il faut rechercher tous les autres axes de sa fonction sexuelle et pas uniquement prendre en compte l'éjaculation prématurée. Il faut avoir un interrogatoire qui est assez structuré, son histoire sexuelle, quand est-ce que ça a commencé, ses premières éjaculations, ses premiers rapports, comment ça s'est passé. Un premier rapport sexuel, on dit souvent que c'est très important pour une jeune fille, pour un jeune garçon aussi, une mauvaise expérience, ça peut être très traumatisant. Puis après, il y a une espèce de cercle vicieux avec une anxiété anticipatoire. Les valeurs un petit peu de la famille, et puis s'il y a un couple aussi, est-ce que le couple adhère? Parce que quand vous voyez des couples, dit voilà, ça fait 20 ans que je suis éjaculateur précoce, à moins d'1 minute, je suis toujours en couple, on peut se poser la question de la satisfaction de la partenaire, on n'a pas de précision sur les, entre guillemets, jouisseuses rapides, on n'a aucune donnée de la littérature, mais enfin on peut se douter qu'il y a une mauvaise satisfaction. L'examen clinique systématique, il faut toujours regarder quand même le frein, le prépuce. S'il y a une douleur, on peut se poser la question d'intervenir. Mais en aucun cas, comme il y a certains papiers qui disent faites une circoncision, il n'y aura plus d'éjaculation précoce. Attention, la population maghrébine et les populations du Moyen-Orient, ils ont énormément de taux d'éjaculation prématurée. Donc en aucun cas, ça guérit. Par contre, si vous avez vraiment une épine irritative et un facteur local, vous pouvez éventuellement vous dire peut-être que je peux améliorer les choses. Et puis rechercher les signes de prostatite chronique.
Donc dans les guidelines de l'EAU, tout ce que je viens de vous dire, le temps estimé du rapport sexuel et puis le stress que ça engendre, il n'y a pas d'examen clinique de routine, sauf l'éjaculation prématurée secondaire avec éventuellement une évaluation prostatique et bilan thyroïdien. Il y a des recos sur le traitement de l'éjaculation prématurée qui ont été publiés il y a peu de temps, le groupe auquel j'ai fait partie, parce que finalement le but du traitement c'est d'essayer que ce plateau, hein, c'est la fameuse réponse sexuelle selon Masters et Johnson, mais d'arriver à ce que le plateau de plaisir soit un petit peu plus long. Vous avez bien sûr les médicaments qu'on l'AMM, il y en a deux, il y a la dapoxétine ou le Privilégi, et puis vous avez les traitements locaux avec le Fortassin. Le Privilégi, parce que beaucoup d'entre vous l'ont prescrit, vous voyez en moyenne, à gauche, quand c'est poulé, vous passez de 0,9 minutes à 3,6 minutes. C'est statistiquement significatif. C'est des gros groupes. Bon, vous vous souvenez que pour qu'une femme ait suffisamment de rapport de satisfaction et un orgasme, on est à 9 minutes 3 en France et 13 minutes 41. Donc on est loin du compte quand même. Mais c'est mieux, ça peut être un début, et c'est pas comme les traitements de la dysfonction érectile où le traitement peut être psychothérapeutique par l'efficacité. Le traitement il est souvent efficace, mais il n'est pas suffisant en termes de prise en charge. Et puis il y a des effets secondaires aussi qui peuvent arriver, vous voyez, notamment les nausées, notamment à 60 mg, commencer à 30 mg. Donc en pratique, en plus, la difficulté, c'est que pour essayer de passer de 0,9 à 3,8 minutes, il faut le prendre 1 à 3 heures avant. Difficile quand même, pour les jeunes, d'anticiper le rapport sexuel, d'autant plus que c'est pas remboursé, cette petite bricole, et qu'en moyenne, ça coûte entre 7 et 10 euros le comprimé. Dans la boîte, il y en a 3. C'est pas toujours un budget qui est facile pour les jeunes hommes. Le Fortassin qu'on peut avoir en pharmacie sans ordonnance, désormais, c'est un mélange de lidocaïne et de prilocaïne. On le met on fait 3 petits coups de spray, notamment dans la zone du frein. Attention quand même à pas en mettre trop. Attention éventuellement à se rincer un petit peu pour pas anesthésier le vagin ou les muqueuses diverses et variées de la partenaire ou du partenaire. Ensuite, quand vous êtes hors AMM, il y a la clomipramine qui n'est pas un inhibiteur sélectif de la récapture de la sérotonine, c'est le classique anafranil. Et puis vous voyez ici sur cette courbe la clomipramine et puis les inhibiteurs sélectifs avec la paroxétine, la sertraline qui vont, vous voyez, arriver à une moyenne entre 6 et 7 minutes. Donc quelque part une efficacité qui est peut-être supérieure au Privilégi. Par contre, cette classe thérapeutique, elle est hors AMM, et vous le savez, les antidépresseurs, il faut quand même faire attention dans les effets secondaires, il y a marqué sur les RCP, risque suicidaire augmenté. Donc il faut être très prudent. Didier Leger va peut-être me houspiller, mais si vous prescrivez hors AMM et que vous avez quand même chez ces jeunes une tentative de suicide, par exemple, vous pouvez être très ennuyé. C'est pour ça que moi je mets toujours dans le courrier monsieur Untel qui a un syndrome anxio-dépressif à minima, comme ça je rattrape ce qui est souvent le cas, parce que quand ils ont une éjaculation prématurée, ils sont au moins anxieux. Et ce qui permet de prescrire ça. Ceci dit, en général, quand il n'y a pas de syndrome dépressif, ce que disent les psychiatres, c'est qu'il n'y a pas de risque suicidaire réellement avec cette classe thérapeutique. Puis après, on ne peut pas arrêter brusquement. Donc c'est quand même une classe thérapeutique qu'il faut savoir manier. Quelle posologie? Paroxétine, soit un par jour, 20 mg. Voilà, donc la paroxétine qui est le plus utilisé finalement. Il ne faut pas l'utiliser en première intention, encore une fois sur le plan médico-légal, parce que il y a des médicaments qu'on l'AMM. Et puis après, il y a les anesthésiants locaux. Les IPDE5 peuvent être également intéressants, parce que je vous ai dit, il y a des fois la fonction érectile qui flanche. Quelle est la stratégie de l'éjaculateur précoce? Il sait qu'il va durer 0,9 minutes. Donc il essaye de faire durer les préliminaires et il essaye de recommencer après. Voilà, c'est la stratégie de base, il n'a pas besoin de venir vous voir. Donc c'est le champion des préliminaires. C'est le champion des préliminaires, c'est le lièvre et la tortue. Il dit elle va commencer avant, puis moi je vais essayer de la rattraper plus tard, et puis on va essayer que ça se coordonne. Et s'il n'y arrive pas, et notamment chez les jeunes, ils essayent d'avoir un rapport sexuel le plus vite possible. Et en vieillissant, les éjaculateurs précoces, vous le savez, la période réfractaire augmente. Donc à ce moment-là, sa stratégie d'adaptation, où il va essayer d'avoir un deuxième rapport, elle se casse la figure. Et vous savez que les IPDE5, ça marche sur la fonction érectile, mais ça diminue également la période réfractaire. Donc les IPDE5, on les donne pas forcément parce qu'il y a un problème de dysfonction érectile, même s'il peut y en avoir un, mais également pour diminuer cette période réfractaire. Les recos françaises, c'est
utilisez la dapaxétine en premier. Pensez à la paroxétine en cas d'échec du privilégie ou en cas de c'est trop cher. Les traitements locaux avec le Fortassin. Des fois, on peut associer les deux. Et alors attention, il y a aussi le tramadol. Hein, vous savez, il y a certains patients qui vous disent avec tout tramadol, le tramadol, le problème c'est que ça donne des grosses addictions. Et très clairement, en tout cas dans les recos françaises, on dit ne prescrivez pas ce traitement-là. Et puis ne faites pas une circoncision systématique, une placie du frein. Faites-le que s'il y a une anomalie et ne garantissant pas, bien évidemment, le résultat sur l'éjaculation rapide. Finalement, vous l'avez vu, on passe à 3 minutes 8, 3 minutes 9. Donc le psychosexo, et là, on ne peut pas régler le problème, sauf exception tout seul. Les thérapies cognitivo-comportementales, l'évaluation d'un partenaire, c'est important. Traiter l'ADE quand elle existe en premier, c'est important. Et on peut associer sans problème, même s'il y a un petit risque, sur-risque d'hypotension orthostatique à minima, on peut associer tadalafil 5 et privilégie, par exemple, sans aucun souci. L'idéal n'est pas commencer en même temps quand même pour éviter quand même les effets secondaires et l'accumulation des effets secondaires. Ça, c'est les recos de l'EAU qui sont à peu près les mêmes. La seule chose, c'est que l'EAU préconise éventuellement l'utilisation du tramadol que les recos françaises ne retiennent pas pour les raisons que je vous ai dit. J'insiste sur l'histoire, passez pas à côté, surtout nous, urologues, hein, d'une prostatite chronique, d'une hyperthyroïdie. Faites quand même un bilan minimum quand vous avez un homme d'un certain âge qui n'a jamais eu de problème auparavant. En pratique, alors évidemment, j'ai pas détaillé toutes les thérapies, hein, j'ai plutôt insisté sur le traitement pharmacologique. Et là, c'est plutôt le travail de psychosexologue, mais leur apprendre à respirer. Vous savez, un homme qui doit se calmer, on lui dit respire. Donc la respiration, les mouvements du bassin, lui dire que plus il va respirer tranquillement et qu'il va imaginer et mentaliser son rapport sexuel, moins il va se focaliser, moins l'excitation va être rapide. Faire attention à certaines positions. Il y a certains patients, on leur pose la question, si certaines positions vont être accélératrices, ou au contraire, certaines positions vont au contraire les calmer. En gros, il vaut mieux que ça soit la femme la patronne, c'est-à-dire notamment la position andromaque où la femme est à cheval sur l'homme, parce que c'est elle qui va contrôler les rapports sexuels, les techniques de squeeze, les techniques de sensé de focus, où on essaye d'avoir et de contrôler le plaisir sans la pénétration, puis après on fait une phase avec pénétration. Donc tout ça, c'est les techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai relativement peu de temps, mais il faut y penser, et si vous ne le faites pas, il faut être associé à un psychosexologue, à quelqu'un qui fait toutes ces thérapies pour vous aider dans votre entreprise. Voilà. Et puis tous ces hommes, ils ont parfois des pensées négatives, ils sont parfois tout seuls, et c'est pas toujours facile de pouvoir les aider. Attention, il y a des patients qui se suicident, et des jeunes hommes qui se suicident. Il y a un jeune homme qui sa partenaire avait mis sur les réseaux sociaux que Jérôme, il avait fait 35 secondes ou je sais pas quoi, 2 fois. Enfin bon, ça avait été terrible pour lui. Il avait été hospitalisé, donc il y a vraiment une vraie souffrance. Bon là, on est en réunion, on en discute, on en rigole, mais c'est pas forcément rigolo pour ces patients. Donc en conclusion, la souffrance personnelle, c'est un élément important. Primaire, secondaire. Moi, je leur parle toujours de la génétique parce que ça dédramatise en disant peut-être que vous êtes quelqu'un qui a cette prédisposition génétique pour essayer un petit peu de dire c'est peut-être pas que, entre guillemets, de votre faute, c'est peut-être pas que du psychologique, même s'il y a toujours du psychologique. Il y a aussi une classification qui a dans aucune reco, mais écumant les congrès de sexologie, je peux vous le dire, c'est qu'il y a 2 types d'éjaculateurs précoces. Il y a les hypersensitifs et les hyperémotionnels. Il y a ceux, quand vous leur examinez la verge, vous pouvez à peine les toucher. Là, sur là, vous pouvez pas me toucher. Ça fait mal, et puis, a fortiori, quand ils sont dans un rapport. Et puis, il y a les autres, vous les tous examiner sans problème, c'est les hyper-émotionnels. Et par exemple, les hyper-émotionnels, vous pouvez leur mettre de la glidocaïne, des traitements locaux, ça marchera pas. Alors, celui qui est hypersensitif, il a peut-être un petit peu plus de chances de marcher avec les traitements locaux. Les facteurs favorisants, on en a parlé. La partenaire, on en a parlé. Hein. Il y a des études qui ont montré qu'il y a dans 40 à 50% des cas des troubles sexuels, des anorgasmies, et que quelque part, ça arrange la partenaire que ça aille très vite. Parce que de toute façon, on n'y trouve pas forcément un bienfait à avoir ce type de rapport sexuel. Il y a des applis. Alors, il y avait une appli qui a disparu, une appli française. Il y a une autre appli qui s'appelle Perform, que vous voyez ici.
Ça n'a pas tellement pris parce que finalement le contact thérapeute est quand même important. Moi, je leur dis que ces applis existent parce que des fois, ça peut les aider un petit peu. Alors, il y a des exercices de relaxation périnéale, etc. Enfin, c'est un peu de la thérapie corporelle à bas prix. Ce sont des patients qui sont malheureux. Je pense que les urologues, vous devez vous en occuper, mais vous ne pouvez pas vous en occuper tout seul et il faut avoir des psychosexologues avec vous. Merci.